Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du lundi du cours 420-203 dans lequel nous allons vous donner beaucoup de travail et un travail qui est intellectuellement satisfaisant. Bon, donc aujourd'hui, on vous présentera le TP3. Le TP3, donc, est un TP sur la recherche de chemin. C'est un TP qui va vous donner l'occasion finalement d'implémenter quelques algorithmes de recherche de chemin. Alors, sans plus attendre, je vous partage cette chose étrange que nous avons préparée. Voilà. Alors, si tout le monde voit bien notre TP, alors c'est un TP donc qui porte sur la recherche de chemin. Essentiellement, évidemment, vous aurez compris que c'est toujours dans la même lignée. On travaille toujours pour un studio de jeu particulier un peu dans sa composition. Alors, ici, donc, nos Big Brain Bangers ont revu le design de leur projet. Alors, ils avaient fait un magnifique projet de combat spatial, mais ils se sont dit, la guerre peut se mener dans l'espace, mais elle se gagne sur les planètes. Alors, on a donc décidé de faire un volet RTS à notre jeu. Évidemment, ça va tellement bien ensemble, les volets de combat spatiaux et les volets RTS. Bon, alors donc, comme vous avez certainement déjà joué avec ce genre de jeu, si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de remédier à la situation. Alors que vous ayez des fans de StarCraft, de Command & Conquer ou de jeux beaucoup plus récents dans le domaine, on a Halo Wars, toujours... je pense. Hein? C'est quoi les jeux récents? Halo Wars 2, À c'est peu genre près. 2016-ish, je crois. Ouais. Age of Empires 2 Remastered. Ouais. Age of Empire. Ils ont sorti une version assez récente. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on va devoir, évidemment, dans ce bon genre de type de jeu, on sélectionne des unités et on les envoie au combat avec du point and click. Alors, donc, quand on pointe sur la carte, il faut se rendre. Et pour ça, on a besoin d'un algorithme de recherche de chemin performant. Et ici, bien évidemment, vous êtes le meilleur programmeur de la compagnie, la meilleure programmeuse. Donc, c'est à vous qu'on confie la tâche de bâtir les algorithmes de recherche de chemin. On vous demande de bâtir en fonction des différentes cartes. On se dit, bon, ça ne sera pas toujours le même algorithme. On va avoir besoin de, au minimum, 2 algorithmes pour commencer. Un algorithme d'exploration en largeur, donc le fameux Breadth First Search, qui est le vénérable Breadth First Search, qui date de 1945. Bon. Mais également un algorithme un poil plus récent, celui de Dijkstra des années 50. Bon. Ça, c'est les 2 algorithmes obligatoires. Mais étant donné que vous savez que votre éditeur de jeu, Evil Association, mieux connu sous le nom de EA, a besoin d'être impressionné, absolument, s'il veut vraiment que ça fonctionne, vous pourriez avoir peut-être des dollars supplémentaires pour votre jeu, quelques points bonus, si vous développez en plus un algorithme adaptatif et informé tel que le A-Star. Alors, voici votre travail. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ça? Premièrement, pour cette fois-ci, c'est, étant donné que c'est une partie plus algorithmique et qu'on manque un peu de temps cette session, on ne vous fera pas implémenter cette portion-là dans un projet Unity, ce qui aurait été tout à fait le fun de faire, mais que pour lequel on manque de temps. Donc, on va vous demander de le faire simplement dans un projet de type console. Bon. Projet de type console, par contre, on va vous aider dans la mesure où on va s'occuper un peu de la poutine initiale qui est d'aller lire la carte et d'en créer une carte, un modèle d'accessibilité. En gros, on vous fournit une classe qui va permettre de lire une carte, une carte présentée en forme de caractère. Vous verrez, on en a mis 3 dans le projet, map 0, map 1, map 2, qui sont des maps de taille, des cartes de taille différentes. Map 0 étant assez grande,
map 1 étant moyenne et map 2 étant toute petite. Map 2 serait votre première map de test normalement pour voir si votre algorithme ne part pas en fou. La classe carte, donc, va permettre de lire cette carte-là en caractère, de créer une carte d'accessibilité. Donc, c'est juste une carte de booléen qui dit « cet endroit est accessible, celui-là ne l'est pas », premièrement. Alors, donc, ça, c'est pour la carte, qu'est-ce qu'on va gérer. Et elle nous donne également 4 informations, 4 propriétés accessibles qui vont nous livrer de l'information. Une propriété largeur, qui va nous donner la largeur de la carte. Une propriété hauteur, qui nous donne la hauteur de la carte. La position de ce qu'on appelle, une propriété qui nous donne la position, ce qu'on appelle la source. La source, c'est donc le point de départ. Ce que dans d'autres, peut-être dans d'autres textes auxquels vous aurez accès, on appelle start. Bon. Et la dernière propriété, c'est la position de la destination. Ce que dans d'autres endroits, on pourrait peut-être appeler goal, le but. Bon. Alors, il y a aussi à l'intérieur, il y a peut-être un élément que je vous dis que vous aurez peut-être à modifier. C'est tout dépendant de la structure de votre projet Visual Studio. Pour l'instant, il y a un chemin d'accès qui permet de vous rendre aux cartes. Donc, vous précisez le nom de la carte au niveau de l'appel et on y ajoute un chemin d'accès. Vous avez déjà fait cette mécanique-là en 202 normalement. Bon. Alors ici, évidemment, tout dépendant de la structure de votre projet, il se peut que le chemin d'accès doive être adapté. Ça sera assez facile à voir. Vous allez démarrer votre système et la carte va planter en vous disant « je ne trouve pas le fichier ». Alors, ça se peut que le chemin d'accès soit adapté à ce moment-là. Ça se peut qu'il ne le soit pas si vous utilisez la même structure de projet que celle que nous avons utilisée, Kyle et moi. Alors, en plus de cette classe, on a fourni une struct .2D. Alors, c'est simplement une struct qui permet de représenter une coordonnée 2D, donc en X et en Y, qui est utilisée pour notre carte en tant que telle, par exemple, pour représenter la position de la source et représenter la position de notre destination. Alors, qu'est-ce que vous devez implanter? Donc, implémenter, c'est simplement les algorithmes de recherche. Je dis simplement parce que, bon, c'est peut-être pas si simple que ça à première vue. Quand vous allez analyser la situation, il y a un petit côté complexe qu'on pourra regarder. Il y a plusieurs manières de faire les choses. On vous a proposé un site web. Vous avez ici le lien de ce site. Alors, donc, je peux l'ouvrir en tant que tel. Bon, le lien ici qu'on vous propose, voilà, c'est une introduction à l'algorithme XStar et qui a l'avantage de faire justement bizarrement ce qu'on a besoin, c'est-à-dire on part d'un algorithme d'exploration en largeur, le Breadth First Search, on le transforme en Dijkstra et éventuellement en XStar. Bon. Alors donc, ici, ce site va vous proposer une série de petits algorithmes en un langage relativement simple qu'on appelle Python. Alors donc, du Python, comme on dit en français. Alors donc, on a ici des algorithmes en Python qui vont nous permettre de faire différentes actions, puis ils expliquent bien. Alors donc, ici, par exemple, le Breadth First Search, on part avec ce qu'on appelle en fait, on dirait en français, la structure, c'est la file. Dans le langage, ils appellent ça une queue. Bon, c'est une chose. Et après ça, ça nous montre comment reconstruire le chemin, comment faire, une fois qu'on a trouvé le but, comment sortir tout de suite sans continuer à chercher, etc. Ensuite, ça nous parle de coût de mouvement. Et là, tout d'un coup, on tombe dans le Dijkstra, parce que Dijkstra est basé sur la notion de coût de mouvement. Et finalement, ça se transforme aussi en heuristique, en recherche heuristique, donc en A-star, entre autres.
On nous parle justement de l'heuristique de la distance de Manhattan. Nous vous suggérons d'ailleurs d'utiliser la distance de Manhattan dans le cas qui nous intéresse. Bon. Alors, ça, c'est donc ce que vous avez à faire ici. Il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités. On peut faire une autre démonstration. Alors, donc, il y a toutes sortes de manières de l'organiser. Moi, je n'ai pas nécessairement suivi ce qu'ils ont dit à la lettre. Il y a différents. Un algorithme comme celui-là, ça se réfléchit. Ils font des choix. Il y a des choix qui viennent des fois avec des. Il y a des choix, par exemple, si vous suivez leur algorithme à la lettre, il est possible que votre algorithme soit un peu lent parce qu'ils vont faire des manipulations de structures qui peuvent être coûteuses, par exemple. Alors ça peut être des choix. Des fois, vous allez faire des choix plus performants parce que vous allez utiliser des manipulations de structure, justement, moins coûteuses. C'est à vous de voir comment vous allez procéder. Moi, c'est clair que je vais regarder comment vous allez... je ne peux pas me prononcer pour Kyle, qui est beaucoup plus gentil que moi. Alors, moi, ce que je vais regarder quand je vais corriger, je vais regarder la qualité de votre programmation algorithmique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà, à première vue, utilisé correctement les éléments de programmation que vous connaissez? Est-ce que vous avez fait des fautes algorithmiques qui amènent une lourdeur, un coût dans votre programme? Bon, ça, c'est une chose au niveau de la programmation. Au niveau de l'exécution, naturellement, je vais regarder ce que vos algorithmes fonctionnent et est-ce qu'ils donnent des résultats attendus. Alors, si nous, nos tests disent qu'un A-star se fait en 48 mouvements dans telle carte et que vous, ça en prend 72, votre A-star, on dit, ah, il y a peut-être un problème. On va essayer de... Alors là, c'est des genres de choses que vous pouvez regarder. Nous, de toute façon, n'oublions pas, le A-star, c'est un bonus. On vous demande 2 algorithmes très, très connus, l'exploration en largeur et Dijkstra. Maintenant, je vous présente des résultats attendus. Bon, ici, je ne vous dis pas que vous allez obtenir exactement le même chemin que moi, parce que vous avez des choix à faire dans l'exploration en largeur. Par quel nœud on commence d'explorer, etc. Ce qui peut faire en sorte qu'à la fin, vous ayez un algorithme légèrement différent du mien. C'est tout à fait plausible. Mais ce que nous souhaitons obtenir, c'est quelque chose de similaire à ça à la fin. C'est-à-dire une représentation de la carte en caractères. Représentation dans laquelle nous verrons que les obstacles sont symbolisés, par exemple, dans mon cas, c'est par des étoiles, et les espaces libres par des points. J'ai représenté la source par la lettre S et la destination par la lettre D. Et les autres étapes du chemin sont représentées par la lettre O. Bon. Là, je ne vous dis pas que vous devez faire précisément comme moi, mais c'est quelque chose de similaire, qu'on doit être capable de visualiser votre chemin et de voir s'il a du sens. Également, dans votre algorithme, vous allez avoir un concept de nœud visité ou vérifié. C'est habituel dans ce type d'algorithme-là. Vous devrez les comptabiliser. Vous devrez également calculer le temps d'exécution de l'algorithme. Temps d'exécution qui va se chiffrer en millisecondes normalement. Et la longueur du chemin, de la source à la destination. Pour ce qui est du calcul du temps d'exécution, Kyle m'a indiqué que vous aviez utilisé Stopwatch à l'autre session. Donc, c'est exactement ça qu'on va utiliser ici. Ici, j'ai mis mon stopwatch comme étant une variable locale, mais naturellement, il est possible que, tout comme moi, vous auriez préféré l'avoir comme une propriété de votre classe. C'est possible. Tout dépend de comment vous allez organiser votre code. Bon. Et ce qui est important, c'est qu'à la toute fin, on affiche le temps en millisecondes.
Maintenant, pour quand tout ça? Ben, c'est là, commence, il y a une mauvaise nouvelle pour vous, c'est pour le 25 novembre. Ben, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'honnêtement, euh, une fois que vous aurez codé le premier, coder le second peut se faire en très peu de temps. On parle de moins d'1 heure de travail si vous vous y prenez correctement. Personnellement, ça m'a pris 10 minutes. Alors, des questions? Oui, c'est un travail d'équipe, en fait, avant que quelqu'un pose la question. Le chat est silencieux pour l'instant. Est-ce qu'ils sont assommés par la lourdeur du travail ou c'était vraiment une explication super claire? Personne n'a de questions? Ah, Louis-Philippe, watch. Oh, wow. un commentaire positif en fin de session, ça fait du bien, ça. Ça a l'air cool comme travail. OK, merci. Ouais. Company of Heroes, c'est vrai. Ça aurait été un bon choix. Ça a l'air de quoi? J'ai pas vu ce jeu-là. Je sais pas quoi. J'ai vu une démo, simplement, une vidéo. Okay. Ça avait l'air cool. C'est comme esthétique de guerre, j'imagine, avec un nom de Ouais, nom. mais c'est ça. C'est les RTS, c'est souvent ça. Iron Harvest, je ne le connais pas. Récolte de métal, ça peut être, soit que c'est très minier, soit que c'est très guerrier. C'est super nouveau. C'est un jeu post-apocalyptique ou histoire alternative Deuxième Guerre mondiale, genre. Ah, cool. Ah, cool. Faudrait que je regarde ça. Ouais, Moi, c'est j'ai toujours bien aimé steampunk, ça, les RTS. OK, on a une question vraiment intéressante. Ça serait-il possible d'implémenter ce projet-là dans Unity? Donc, oui, tout à fait. C'était notre idée initiale, comme Vincent disait un petit peu plus tôt, de vous faire implémenter votre propre comme logique de pathfinding, puis après ça, l'utiliser dans une application comme un jeu Unity. Puis c'est vraiment comme ça que c'est développé en fait dans l'Institut du jeu vidéo. Quelqu'un va développer un outil, un algorithme, puis après ça va être implémenté dans les projets de jeu ou tous leurs autres projets de jeu. C'est cool comme méthodologie de travail, mais je pense pas qu'on a le temps de vous faire ça. Parce que c'est déjà proche de la fin de la session et on a d'autres chats à fouetter, comme dirait mon ami Philippe. Alors, c'est possible, vous pouvez faire ça sur votre propre temps comme vraiment une belle expérience, ou vous pouvez garder ça en tête pour 204 et utiliser votre propre pathfinding dans vos propres projets en 204. Ouais. Là, n'oublions pas, il nous reste tout un volet à partir de la semaine prochaine qui va commencer. C'est tout le volet sur l'infographie. Bon, c'est un volet important. On ne peut pas vraiment faire un cours qui touche le 3D sans faire une bonne partie de l'infographie. Alors, il nous reste un TP à faire là-dessus. Et il nous reste la PFI. Alors, si vous regardez, ça nous fait qu'on a finalement TP3, TP4, PFI à faire, à remettre d'ici la 3e semaine de décembre au plus tard. Alors, ça fait beaucoup de travail. Je pense que, Vincent, si tu me permets de t'interrompre ici, là. Oui, je pense que le TP4 saute. Hein? Ouais, je pense que le TP4, on va juste le jumeler à la PFI. Ouais, puis ça va être moins de travail. Parce que, comme tu disais, que le temps qui reste, faire un TP4 plus le PFI, je vois pas comment c'est possible pour eux autres. Ça aurait été un TP4 très, très, très court. Ouais, fait qu'on va juste simplifier les choses. On va réduire, on va retirer un TP de la session. Ça va alléger le poids sur leurs épaules un peu. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il était très gentil. Mais je ne suis pas contre. Effectivement, ça me semble fou un peu. Ouais. Et bon, on a perdu 2 semaines, hein, c'est ça. On a perdu 2 semaines avec cette session-ci. Donc, c'est ça. On a une question ici de William. La PFI voudrait pour combien? Pour le même pourcentage écrit dans le plan de cours, c'est juste que chaque TP vaudra plus cher. Ouais, dans le plan de cours, on n'a pas écrit exactement le nombre de TP qu'il va avoir, juste le nombre de pourcentage associé à ce groupe-là. Donc, s'il y en avait 4, chaque TP vaut moins. S'il y en a 3, chaque TP vaut un peu plus. Donc, oui, Gabriel, c'est les TP qui absorbent. On respecte encore le plan de cours.
Donc, raison de plus pour faire un gros effort dans ce TP3 parce qu'il vaut cher. Ouais. Est-ce que c'est une remise par équipe? Bonne question. Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Une seule. Quand est-ce que vous allez corriger les TP? Donc, ça, c'est Le plus tôt possible. Oui, le plus tôt possible. Pour ma part, je vais être complètement honnête avec vous autres. Je ne sais pas c'est quand le plus tôt possible pour moi. J'ai accumulé beaucoup de retard, malgré que je travaille au moins 10 heures à 12 heures par jour. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais faire mon possible pour vous donner ça le plus rapidement possible pour diminuer l'anxiété par rapport aux notes. Mais de ce que j'ai vu globalement pour le TP2, c'est assez bien. Beaucoup de personnes ont fait les bonus. Donc, je m'attends à beaucoup de 90 et plus. Et puis, comme Vincent disait, pour la PFI, si vous faites toutes les consignes, ça serait difficile de couler la PFI, à mon avis. Surtout que ça va être vraiment des choses que vous avez déjà faites dans les TP. C'est juste vraiment un gros TP sans inclure énormément de nouvelles matières à l'intérieur. Il va y avoir l'infographie, une petite partie là-dessus, mais tout le reste, c'est des étapes que vous avez déjà manipulées ou déjà faites. Et aussi, soyons honnêtes, le TP2 était vraiment simple. Il était cool, mais il était simple. Alors donc, je ne m'attends vraiment pas à des échecs dans ce TP-là. Ouais, je serais vraiment surpris. Alors, c'est un TP simple qui devrait au contraire vous permettre d'avoir amassé des grosses notes. Donc, finalement, pour la plupart d'entre vous, ça devrait être pas trop problématique. Ouais. Est-ce que la PFI va inclure le cours de maths, comme les splines, par exemple? Donc, ça semble de moins en moins probable. Là encore, c'est notre 2 semaines de difficulté qu'on a eu. Bien que c'est cool des splits en mot t'as dit. L'année dernière, on a fait un Galaga qui était formidable. Avant ça, le jeu de pinball, ça c'était vraiment le plus élaboré qu'on a fait, je pense. Il était sophistiqué, le jeu de pinball. Il était vraiment sophistiqué. C'était, je pense que ça aurait pu être un A7. Il y a plusieurs étudiants dans le projet qui ont fait de PFP. Ça aurait pu se vendre comme A7 dans l'Asset Store pour environ 5$, je pense. Ça avait cette valeur-là. Ce qui est beaucoup, hein? 5$ dans l'Asset Store en passant comme valeur, oui. C'est pas rien. Oui, je sais. Ah, d'ailleurs, ça se peut. Penses-tu que si j'achète quelque chose, je peux mettre ça dans une de mes PFI? Ça dépend de la licence, mais je crois que oui. Mais je crois qu'une fois que tu l'as acheté, ça t'appartient. OK. Dans le fond, la personne perd ses droits de propriété intellectuelle. Mais il faut quand même regarder chaque licence, je peux être certain. Ouais, faut que je regarde ça. Je pense que je vais investir un peu 5$. Il y a eu la semaine dernière un méga sale sur l'Asset Store. Donc, pour comme 10$, tu avais 200$ de produits variés. J'ai acheté une couple de choses, justement. Ah, tu aurais dû m'avertir, j'aurais acheté. Ouais, mais tout le monde recevait la même chose. Donc, je me suis dit, je vais acheter le premier paquet et je vais juste le partager avec toi. OK, d'accord. Parce que j'ai besoin de quoi pour ma PFI de 201? Ouais. J'ai plein de petites affaires. Je te montrerai ça plus tard. As-tu regardé la PFI de 201? J'ai pas eu l'occasion encore, non. Ah, OK. Mais, bon, on va s'occuper de nos étudiants. Ils sont là, mais ils sont silencieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Kyle? Est-ce que je fais une démo d'un Breakfast First? Là, Kyle... OK. Excuse-moi, je viens de recevoir un courriel dérangeant. C'était... En tout cas, je sais pas si on a des fans de Styx ici. Là. Si vous connaissez Dennis DeYoung, vous êtes trop young, justement, trop jeune pour savoir c'est qui, mais en tout cas. Ouais, Dennis DeYoung est décédé? Non, c'est juste que j'avais des billets pour aller le voir. Puis ensuite, il y a eu le COVID. Puis là, ça s'est fait reporter. Puis là, ça se fait encore reporter. Puis j'avais peur que ça tombe sur une mauvaise date. Là, ça va être correct. Là. C'est le 13 novembre 2021, le show. Dans un an. J'espère qu'il ne va pas être mort d'ici là. Oui, non, parce qu'il commence à être vieux, Styx, là. J'ai écouté ça quand j'avais 12 ans. Hein. Bon. Et c'est pas... Il y a plus qu'un an ou deux, bref. OK. Donc, le restant du temps aujourd'hui, on va le consacrer au travail, TP3. Et puis...
Ben, Autre est-ce chose que à ça vaut montrer la peine aujourd'hui? que je leur refasse la démo que j'ai faite l'autre jour? Ouais, je crois que oui. Au moins prendre un 5 minutes juste pour revisualiser l'exécution demandée. OK. Puis après ça, ils vont pouvoir garder Je tout vais ça la en faire au tête. tableau. Ça te dérange-tu? Absolument pas, même si c'est une bonne idée. OK, d'accord. Je vais arrêter le sharing, évidemment. Stop share. On va mettre en speaker view bientôt. Bon. Et c'est bizarre, quand je mets en speaker view, c'est toi que je vois. Bon. Toi, tu vois qui? Moi, je suis en gallery view en ce moment. Si tu mets speaker view, tu vois quoi? En speaker view, je te vois. Parfait. Parce que là, je vais mettre mon super tableau. Là, c'est évident de le cadrer correctement. Oups. OK. Parfait. Bon. Alors, tout le monde. Bon, alors ce que je me propose de faire maintenant, c'est donc une démonstration visuelle de comment l'algorithme d'exploration en largeur devrait fonctionner. Alors, je vais commencer par présenter bon, on travaille dans un graphe, on fait un parcours dans un graphe. Qui dit graphe dit un nœud. Bon. Ici, notre parcours de graphe, donc, si on regarde ce que c'est qu'un nœud, un nœud, ça devrait contenir quoi? Bon, premièrement, qu'est-ce qu'on veut symboliser? Ici, on va imaginer une petite carte, toute petite. Alors, cette petite carte, ici, on va lui donner, mettons qu'elle va avoir 5 colonnes, 5 rangées. Admettons que je veuille partir de ce point-ci, ma source, et je souhaite aller à ce point-ci, ma destination. Ici, chacune de mes cases de mon tableau, c'est un nœud. Un nœud est un peu particulier, c'est une carte un peu particulière. Ici, je vais imaginer que la distance entre chacune de mes cases est constante. Donc, c'est un déplacement à coût uniforme, à coût constant. Bon, alors je pars d'ici. Et là, je me demande c'est quoi un nœud. Bon. Un nœud, moi, ce que je vais utiliser, ça va symboliser mon nœud. Mon nœud va se composer de quoi? Bon, un nœud connaît sa position. Alors déjà, dans mon nœud, il y a la position. Parce que ça a l'air bizarre, le tableau sait où est chacun des nœuds, mais le nœud en lui-même ne sait pas où il est dans le tableau. Donc, il va conserver sa position. Bon, je vais l'écrire autrement. Je vais écrire ça position, barre. Bon. Ça, c'est une chose qui sait. Le nœud, il doit savoir, il va apprendre autre chose également. C'est une information qui va être utile dans le parcours. Alors, cette information-là, ça va être, je vais la noter O ou origine. D'où est-ce que je viens lorsque je parcours mon graphe? Bon. Alors, ça, c'est le détail d'un nœud. Et là, on va voir comment je vais les travailler ici. Bon.
Alors, la position, pour l'instant, je l'oublie parce qu'elle n'est pas vraiment nécessaire pour la démonstration, mais on garde ça en tête que c'est nécessaire qu'il en ait une. Bon, je vais même la laisser ici. Je vais essayer. Bon. Alors là, ici, je suis là. Je veux faire un algorithme en largeur. Première chose que je fais, je vais essayer de voir quels sont les nœuds que je peux explorer. À partir de cette position-ci, je peux explorer 4 nœuds. Bon, là, ici, dans quel ordre? Ça, c'est votre choix. Moi, je vais commencer par choisir un nœud au nord, un nœud à l'est, un nœud au sud, un nœud à l'ouest. Alors, ça va être dans cet ordre-là. Alors, je vais d'abord aller voir lui, ce nœud-là. Je vais voir lui, ce deuxième nœud, et ce troisième nœud, puis ce quatrième nœud. Alors là, je vais voir le premier nœud. Je regarde, est-ce que c'est ma destination? Pas en tout, ce n'est pas ma destination. Mais je vais quand même avoir pris le soin de dire, je viens d'ici. Donc, ça, c'est mon origine. Alors, dans mon origine, j'indique, je viens de ce nœud-là. Je fais la même chose à mon deuxième. Je dis, je viens de ce nœud-là. Et là, je regarde, est-ce que je suis arrivé? Réponse, non. Donc, je continue. Je vais ensuite, attendez, je vais écrire plus petit pour être capable de voir mon truc. Voilà. Je viens de ce nœud-là. Est-ce que je suis à destination? Non. Et finalement, même chose ici. Là. J'ai donc exploré les 4 nœuds. J'ai donc regardé, ça serait les 4 nœuds que je veux explorer. Bon. En fait, j'ai d'abord placé mes origines, ensuite je m'interroge. Excusez-moi, je reprends. Donc, j'ai placé mes origines, je m'interroge. Je suis à destination? Non. Ah, OK. Dans ce cas-là, je vais explorer. Est-ce que je peux explorer au nord? Non, il n'y a pas de place. Est-ce que je peux explorer à l'est? Oui. Je vais là. Et ça sera mon 5e nœud que je vais explorer. Est-ce que je peux explorer au sud? Non, parce que je viens d'ici. C'est déjà là d'où je viens. Donc, je ne vais pas explorer là. Lui. Et finalement, est-ce que je vais explorer à l'ouest? Oui. Alors là, ça sera mon 6e nœud. Excusez-moi. Mon 6e nœud à explorer. Là, maintenant, j'ai exploré le premier, je m'en vais explorer le deuxième. Deuxième, même chose. Je regarde. Est-ce que je peux explorer au nord? Non, il y a déjà quelqu'un qui l'a réservé. Est-ce que je peux explorer à l'est? Oui. Et ça sera le 7e nœud que je vais explorer. Est-ce que je peux explorer au sud? Oui. Ça sera mon 8e nœud que je peux explorer. Est-ce que je peux explorer à l'ouest? Non, c'est là d'où je viens. Maintenant, j'ai fait le 1, le 2, je fais le 3. Le 3 ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller à l'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'explore, il peut aller au sud. Et là, ça sera mon 9e nœud que je vais explorer. Est-ce qu'il va aller... Est-ce qu'il peut aller à l'ouest? Oui, il peut aller à l'ouest. Et ça sera mon 10e nœud que je vais explorer. Je viens d'explorer le 3, je vais explorer le 4. Est-ce que le 4 peut explorer au nord? Non, ce n'est pas possible, il y a déjà quelqu'un qui l'explore. Est-ce qu'il peut explorer à l'est? Non, je viens de là. Est-ce qu'il peut explorer au sud? Non, il y a déjà quelqu'un qui l'explore. Est-ce qu'il peut explorer à l'ouest? Non, le nœud n'existe pas. Le nœud n'existe pas ou le nœud est inaccessible, appelez ça comme vous voulez. Donc, le 4, c'est terminal. On n'y va pas, il ne sert à rien. On va voir le 5 maintenant. C'est là où on est rendu. Alors, le 5, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Alors, on regarde. On va explorer là. Et ça sera le 11e nœud que je vais explorer.
Est-ce que je vais au sud? Je ne peux pas. Il y a déjà quelqu'un. Je viens de là. Il lui n'existe pas. C'est bon. Je passe au 6. Où est mon 6? Est-ce que par hasard, j'ai oublié le 6? Non, le 6 est là. Le 6, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, le 6, il est coincé. Il ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller à l'est, il ne peut pas aller au sud, il ne peut pas aller à l'ouest. On oublie. On passe au 7. Le 7, c'est lui. Ah, le 7 ne peut pas aller au nord. Il peut aller explorer à l'est. Et là, ça deviendra mon 12e nœud à vérifier. Il peut explorer au sud. Dans ce cas-là, ça va être mon 13e nœud à vérifier. Et il ne peut pas aller à l'ouest parce qu'il vient de là de toute façon. On est maintenant au 8. Le 8 ne peut pas aller au nord. Le 8 ne sert à rien, ne peut pas aller à l'est. Il peut aller au sud. Alors ça sera mon 14e nœud à vérifier. Il ne peut pas aller à l'ouest. Alors, là, pour l'instant, à chaque fois, évidemment, je m'interroge. Est-ce que je suis arrivé à destination? Je n'ai toujours pas trouvé ma destination. Je m'en vais au 9. Le 9 ne peut pas aller au nord. Il vient de là. Il ne peut pas aller à l'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'en est chargé. Il peut aller au sud. À ce moment-là, il devient le 15e nœud que je regarde. Et il peut aller à l'ouest. Bon. Et ça deviendra mon 16e nœud. Alors, je viens de faire le 9. Maintenant, allons faire le 10. Il est où le 10? Il est ici. Le 10, il est coincé parce qu'il ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller à l'est, il ne peut pas aller à l'ouest, il ne peut pas aller au sud. Il ne peut pas aller au sud, il ne peut pas aller à l'ouest. Bon. Alors, allons faire le 11. Le 11 est ici. Le 11 ne peut pas aller au nord, mais il peut aller à l'ouest, à l'est. Allons-y. Et là, ça devient mon 17e nœud que je vérifie. Bon. Il ne peut pas aller, à part ça, il ne peut pas aller au sud, il ne peut pas aller à l'ouest. Bon, on reste là. Je m'en vais maintenant, j'ai fait le 11, je m'en vais faire le 12. Le 12, il peut aller voir le nœud qui est juste en bas. Parce qu'il ne peut pas aller à l'est, il ne peut pas aller au nord, il peut aller au sud. Ça devient donc mon 18e nœud que je vérifie. Il ne peut pas aller, après ça, le 12 ne peut pas aller à l'ouest. Bon. Je m'en vais faire le 13. Le 13 est là. Il ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller à l'est, il peut aller au sud. Ça devient mon 19e. Je ne peux pas aller à l'ouest. 14e nœud. Bon, qu'est-ce que je fais? Bien, mon 14e nœud, il ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller au sud, il ne peut pas aller à l'est, il ne peut pas aller au sud. Alors, lui, il deviendrait le 20e nœud à regarder. Il ne peut pas aller à l'est. Je vais voir le 15. Le 15 ne peut pas aller au sud, au nord, il ne peut pas aller à l'est, il ne peut pas aller au sud, mais il peut aller à l'ouest. Alors, il deviendrait le 21e. Finalement, bon, je suis rendu, je viens de faire le 15. Le 16, c'est fini, il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller à l'est, au sud et à l'ouest. Le 17 est coincé également de partout. Le 18, le 18 n'est pas coincé. Il a une porte de sortie au sud. Alors donc, je suis capable de dire, voici ce que je fais. Je vais du 18 jusque-là. Et ça sera mon 22e nœud. 22e, bon, pour l'instant, on le met de côté. Je ne peux pas aller ailleurs à partir du 18. Je m'en vais faire le 19. Le 19 ne peut pas aller là, il y a quelqu'un, mais il peut aller en bas. Et ça devient le 23e nœud. Bon,
Là, tout de suite, je peux déjà dire le 20, il est coincé, il ne sert à rien. Le 21 est coincé, il ne sert à rien. Le 20, je reviens au 22. Le 22, elle dit, je peux aller là. Ça deviendrait mon 24e nœud. Le 23e ne peut pas aller nulle part. J'arrive au 24e. Oh, c'est ma destination. À ce moment-là, regarde donc. Je refais le parcours maintenant inverse. Maintenant que j'ai trouvé ma destination, bien, pour trouver le chemin, je repars, je vais voir d'où je viens. Je vais là. Alors donc, toc. J'arrive ici. Là, je viens de où? Ah ben, je viens de là. OK, j'arrive ici. J'arrive ici de où? Ben, je viens de là. Ici. Là, je viens de où? Je viens de là. Ici. Je viens de où? Je viens de là. Et j'arrive à ma source. Et voici mon décor. Des questions? Le chat est vide pour l'instant. On va peut-être partir tous se coucher. On a encore 34 participants, donc Ouais. on n'a pas perdu ceux qui étaient déjà présents, par chance. OK. Alors, je reviens à autre chose. Voilà. Oui, Philippe dit très bonne explication. Et je suis d'accord. Vraiment bien présenté, Vincent. Ben, merci. Alors, vous comprendrez qu'évidemment, c'est un travail itératif. On peut le résumer en étant « je suis sur un nœud, je regarde quels sont les nœuds que je peux explorer autour de moi. » On a ici un algorithme basé sur le fait que les déplacements ne se font que en croix, c'est-à-dire nord, est, sud, ouest. Évidemment, il y a des variations que vous pourriez faire en incluant les diagonales. Bon, si on inclut les diagonales, il faut faire très attention dans la réalité d'un jeu. Parce qu'on pourrait passer entre deux points de mur. OK, donc je pense qu'on peut leur laisser travailler là-dessus. Oui, est-ce qu'on switch au Discord? Ouais. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, ça met fin à la partie Zoom du cours. Nous nous retrouvons dans les prochaines minutes sur le Discord du 203.